Kan je daar kort zo goed de contact? Ja, oké, dat is voor de Donc, eh bien, je cause sur les modules de réception et d'émission concoctés par 6BVA, la réalisation, les éventuels petits problèmes rencontrés et disons leur utilisation de façon générale. Donc ça c'est l'avant-titre. Donc c'est fait donc pour recevoir le satellite du Qatar, qu'on appelle maintenant Oscar 100 ou Queen Oscar 100, c'est un petit peu la mode. Donc voici le plan. Je vous parlerai rapidement du plan de fréquence, puis ensuite des platines et montages en boîtier Schubert. Là je passerai rapidement parce qu'on n'a pas le temps, mais je dirais que c'est utile car si vous en avez plusieurs à faire, eh bien le Trusquin c'est quand même votre meilleur ami. Et ensuite le fait d'en faire un petit plan quelque part qui serve à vous référer, à vous y référer. Ensuite, schéma et implantation des composants et surtout des filtres qui ont été utilisés. Et puis ensuite, les mesures en général, mesure RF sur platine RX, sur platine ETX. Laissez éventuellement la porte ouverte si c'est possible, que ça n'empêche pas les gens d'entrer. Un grand merci. Ensuite, je parlerai un petit peu du PA 13 cm et de mes premiers petits essais que j'ai pu effectuer à l'intérieur, derrière une fenêtre. Et puis bon, après, une petite généralité sur d'autres montages. Donc, rapidement sur le plan de fréquence. D'abord, la couverture ALSAT, vous voyez qu'elle couvre une petite partie du Brésil, ça couvre jusqu'en Indonésie là-bas, ça couvre toute l'Afrique, mais ça ne couvre pas l'Amérique. Voici donc moi je ne m'intéresse disons qu'à la partie bande étroite, vous pouvez venir, je ne vous mordrai pas. La voie montante est à peu près à 2 Go 4, elle est en polar circulaire. La voie descendante est à 10 Go 450 et elle est en polar vertical. Ce que j'ai indiqué en dessous, c'est quelques calculs possibles en fonction du choix de votre propre FX à 644, 432, 433, donc j'ai donné un petit peu quelques possibilités. Ça, c'est la première, comment dirais-je, le premier VPSDR qui, disons, a sorti la réception, c'est disons le plus pratique et c'est surtout celui qui a une fréquence stabilisée par GPSDO, donc la fréquence sera toujours la même d'une journée à l'autre et est parfaitement exacte. Donc vous voyez, ça va de 2400,050, vous avez en début une balise CCW de début de bande, en bas ici une balise de télémétrie, et puis l'ensemble est partagé entre deux, c'est-à-dire de là vous avez tout ce qui est télégraphie et mode numérique, et à partir de mixte ici, tout ce qui est BLU. Ça, c'est 4 SDR sur le web que j'avais relevé. Ce que je peux simplement dire, c'est que le belge qui est là, il n'existe plus. Le BATC qui est là, comme je vous ai dit, il a d'excellentes fréquences, mais je trouve le son dépourvu de médium et de médium grave. Il faut vraiment un petit peu pousser. Par contre, l'italien qui est là, il a une très bonne sonorité, mais la fréquence bouge facilement de 2 kg d'une journée à l'autre. Il y a aussi le brésilien qui est en bas, dont la présentation, disons, me plaît un petit peu moins, mais enfin bon, ça c'est une affaire strictement personnelle. Un petit zoom sur la balise de télémétrie et les moyens, disons, de pouvoir la décoder, je ne m'en m'étends pas davantage. Ça se fait beaucoup plus simplement que de faire du décamétrique. Vous voyez qu'il y a des Brésiliens, vous voyez que ici vous avez l'Afrique du Sud, un 3B8 qui est là, le fameux HS0AJ qui trafique très souvent, le VU2, l'Indien qui est là, et puis bien sûr ceux qui ont lancé le satellite là. Bon, puis bien sûr, quand même quelques Russes, d'ailleurs je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas davantage de Russes par rapport, disons, aux possibilités. Maintenant, je passe au montage, que je passerai donc assez vite. Voilà telles que les plaques ont été reçues. Ce sont des plaques donc sécables qui ont été argentées et non pas dorées
enfin ils n'ont pas nickelé et doré comme ce fut le cas avant. Ça permet de garder normalement les bandes passantes et surtout les fréquences centrales des filtres, théoriquement, à pratiquement la bonne fréquence que si on les avait en cuivre seul. Donc ici vous avez la partie RX, la partie TX, pardon, et là pour disons le prix, ben, vous avez deux printboards pour le PA 13 cm. Il restait de la place. À cause du fait qu'il restait de la place, effectivement. Là, je dis très rapidement comment on effectue la sécabilité du circuit, en fait, comment on les couper en morceaux, n'est-ce pas? Ça va beaucoup plus vite. Ceci, j'ai quand même rajouté ceci, car les boîtiers Schuber, on ne sait jamais à quoi ça correspond. Donc j'ai rajouté cette petite légende ici en bas, celui-là correspondant au PA 13 cm. Les deux modules AISAT que vous avez là, d'ailleurs vous allez pouvoir les faire passer pour pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Et le dernier boîtier qui est le plus long ici, c'est le boîtier universel pour tout ce qui est transvertaire, que ce soit le BVA ou que ce soit les DB6MT. Je crois que le DGE0VE, je crois qu'il est plus large et plus long, autant je me rappelle. Donc, comme à chacun d'eux, hein, on est obligé de réajuster les dimensions pour que ça rentre dedans, surtout faire des découpes ici, là, de chaque côté, et pour que ça soit le plus propre possible, que rien ne force. Ça, c'est pour les codes des emplacements des fiches SMA, je passe aussi. Là, c'est pour le traçage au trusquin des fiches, enfin des emplacements des fiches SMA. Vous regarderez ça à temps reposé parce que je mettrai l'ensemble du PPT chez F1CHF et puis également sur le site. Donc je commence par souder les parties verticales de chaque côté. C'est-à-dire que d'abord je soude les fiches, ensuite je présente et je soude les parties verticales, disons en les mettant dans une pincetto, disons le plus proprement possible. Ça, c'est un petit aparté, c'est-à-dire que si vous gardez vos circuits de 2 à 3 mois sans y toucher, vous risquez d'avoir des forts problèmes d'oxydation qui sont matérialisés ici, rien qu'au contact de l'air. Et comme vous pouvez constater, ici je vous expliquerai pourquoi, cette partie-là, elle est à peu près propre par rapport au restant. En fait, l'argent, ça s'oxyde, c'est pas comme de l'or, ça devient de l'oxyde d'argent en fonction de l'humidité. Et la soudure sur de l'argent et surtout l'oxyde d'argent, c'est quand même nettement plus difficile que sur les modules équipés nickel et or, où là c'était véritablement un jeu d'enfant à faire ça. Je passe à la platine RX. Rentrez messieurs si vous voulez, il n'y a aucun problème, je ne vous chasserai pas. Donc, je vous parle de la platine RX. Ça, c'est le schéma à BVA. J'ai toujours un petit peu de mal à les comprendre, donc j'ai fait le mien. Vous avez ici une partie à 3 étages, comme d'ailleurs dans le transvertaire BVA classique. Un filtre passe-bande qui est là, qui est un filtre Airpin. Un mélangeur qui n'est pas le HLC 120 ou je ne sais plus lequel, à double diode. Et ici, disons, la chaîne multiplicatrice par 4, où vous injectez ici du Hello sur 4 dans cet ensemble ici. Et à la sortie, donc là, il a remis un petit RA3, enfin disons un petit MMIC pour réaugmenter le gain. La nomenclature, je passe. Là, quand vous regardez, disons, la copie ABVA, vous apercevez qu'il manque quand même des petites choses, ne serait-ce que ce fil, lui ça lui paraît évident, mais moi ça ne me l'a pas paru tout de suite, le petit fil à mettre ici, et puis 5 volts aussi. ce qu'il est, oui, exact, et ensuite donc là avant toute chose, j'ai voulu d'abord voir ce que donnaient les filtres, disons, s'ils étaient bien au bon gabarit, bien situés, etc. Et pour le filtre 3 cm, j'ai quand même eu une petite surprise, à savoir que voilà le filtre tel qu'il est là, eh bien il est 260 mégas trop haut, tel qu'il est là. Donc ça ne peut absolument pas marcher. Le filtre interdigité pour
l'oscillateur local, là il est suffisamment large, donc ça n'a aucune importance. Mais tel qu'il est là, avec ces 260 mégas trop haut, c'est inutilisable. Donc j'ai essayé plusieurs choses. J'ai d'abord essayé à tout hasard du scotch. Vous savez, le scotch transparent qui est là. Et au miracle, c'est la courbe verte. Il s'est immédiatement centré au bon endroit. Après, j'ai demandé à, je ne sais plus que l'homme du Nord, là, je n'ai plus son indicatif en tête, qu'il me passe un petit peu de Kapton. Ça marche aussi. LPV, F1 LPV. Merci beaucoup. Ça marche, mais vous voyez qu'elle se déporte davantage vers le bas. Bon, ça peut être utilisable, mais bon, comme disait PF, c'est peut-être pas forcément utilisable dehors au bout de 2 ou 3 ans, mais au moins c'est immédiatement utilisable d'emblée, sans avoir à faire de mesure, et directement. Vous mettez votre bout de scotch dessus, ça marche tout de suite. C'est un coup de bol, mais il en faut de temps en temps. Hein. Donc c'est ce que je mets ici. La partie verte hein, qui est là, ben, vous avez 7 dB de perte avec le scotch autocoulant et puis 18 dB d'adaptation. Donc là j'en ai refait un zoom de telle façon à bien voir. Donc vous avez la partie marron qui est le scotch, le violet c'est le Kapton. Bah, finalement le scotch, hein, autant utiliser le scotch. Et puis si on commence à avoir des problèmes à cause de l'humidité extérieure, bah, on sait que c'est ça, on le change et on recommence. Et donc sur le satellite, il y a 2 OM qui m'ont dit qu'ils étaient très contents d'avoir effectué cette manip. Hein. Cette manip-là a été faite en parallèle par F1 Golf Whisky Radio ici présent, qui lui a décrété de mettre des soudures directement... Ah, c'est pas moi, c'est... Oui, de mettre les soudures, disons, directement sur les filtres Airpin, de les passer à l'analyseur jusqu'à ce que ça marche bien. Ça part d'une excellente idée, car au moins on peut espérer que ça sera stable dans le temps et surtout à l'humidité. Donc, je te laisse peut-être raconter un petit peu sur les mesures, sur les bêtises que j'ai pu faire, etc. C'est Michel BBA qui avait fait un petit correctif sur son article en disant qu'en mettant de la soudure, ça permettait de recaler le filtre vers le bas et de le centrer sur la fréquence, sur la bande de travail. Bon, j'ai fait ça d'emblée, hein, dès la réception du circuit. J'ai fait des mesures en mettant, on le voit avec la flèche en bas, des petites insertions de coax au travers du circuit imprimé pour limiter la longueur de lame. Entrez. C'est passé au 85-10. Et en fait, effectivement, on arrive à baisser un petit peu en fréquence, mais je dirais le changement de fréquence n'est pas dû à la soudure, mais au flux qu'on met sur le circuit. Parce qu'en fait... Voilà, donc quand on nettoie le flux et qu'on laisse la soudure, le truc remonte. Donc c'est pas bon. Donc ça veut dire qu'il faut pas mettre de soudure, il faut mettre un peu de flux dessus, mais c'est quand même, il faut avoir des moyens de mesure pour l'adapter. Ou alors le coup du scotch, bon, quitte à le changer tous les 3 ans quand l'autocollant est fichu. Ou alors je suis sur une 3e voie en ce moment pour essayer de trouver une solution plus pérenne et qui corrige ce petit défaut. Donc, alors ça vient certainement du fait qu'il y a une surgravure. Les Chinois ont dû graver un peu trop et ça a bouffé trop de cuivre, ce qui fait que le filtre résonne trop. Je me demandais à un moment donné si ce n'était pas aussi la contribution de l'argent, parce qu'en conductibilité électrique, c'est quand même nettement meilleur que le cuivre. Et tous les essais qu'avait fait BVA, c'est uniquement avec du cuivre seul. Oui, mais si la longueur est là, la fréquence reste la même. C'est vrai. C'est pas une question de résistivité. C'est vrai aussi. Donc, voici pour la version que j'ai mesurée. Vous retrouvez ici le filtre Airpin en bas. Là, je n'ai mis absolument aucun filtre. C'est en direct. Hein. J'ai simplement ici mis une diode, disons, je ne sais plus ce que j'ai fait d'ailleurs ici. Oui, c'est une diode en direct pour éviter tout problème de reverse. Hein.
Voilà. Je peux rajouter une petite chose. Vas-y. En fait, tu donneras ta valeur de facteur de bruit. Moi, j'ai mesuré avec le soudure sur le filtre Airpin un facteur de bruit grand minimum. J'ai pas réussi à obtenir mieux. 2 dB. Donc c'est pas bon. Oula. Donc Et est-ce que tu trouves le même gain? j'ai 40 dB de gain. Donc ça devrait quand même être bon. Hein. Donc à mon avis, il y a une perte d'insertion qui est trop importante sur ce filtre Airpin. Et donc ça me dégrade les performances malgré des transistors moi, de haute justement, performance. je dirais oui et non. Qu'utilises-tu comme transistor? Les deux premiers étages pour la partie RX, qu'as-tu utilisé comme transistor? Transistors recommandés qui proviennent de chez Perrotin. Donc les récupérations Non, les 9. Donc rien n'est dit. Non, c'est bon. Ok. Les retards sont Donc ça, juste pour, disons ça, c'est le PLL LO sur 4 DF9NP que j'avais demandé à 4 fréquences. Donc j'avais simplement fait un petit gros plan pour, voilà. Ici, j'avais simplement fait une mesure sans l'ERA3 et avec l'ERA3 pour voir ce que ça donnait en conversion de gain. Donc une vingtaine de dB déjà sans le RA3 et on arrive à un peu plus de 40 avec. Allez viens François, viens là, n'aie pas peur. Ça c'est donc ça c'est en haut, enfin disons la partie supérieure, et là c'est dans la partie inférieure où j'ai monté le PLL de chez DF9NP et voilà ce que j'ai trouvé donc ici. Mais bon là aussi j'ai fait la mesure que sur un seul exemplaire. Côté reproductibilité, il aurait fallu que j'en mesure un deuxième et puis un troisième. C'est pas totalement industriel ce que je fais là. Mais on l'a remesuré quand même au bout de 2 mois. Moi, je l'ai Oui. utilisé pendant 2 mois Ouais. et ça n'avait pas bougé. Ça n'avait absolument pas bougé. Absolument. Donc 43 dB, à 1,2 et toi tu arrivais donc à 2 dB. À 2,0. Et ça Jamais en marche. dessous. En pratique, ça marche super bien. Bon, je suppose que tu avais fait les corrections de NR, Ah oui, tout, oui. hop. Ouais. J'ai pris le bouquin, le D'accord. manuel, j'ai tout fait comme c'est écrit dans le bouquin HP. D'accord. Voilà. Donc voilà, je passe à la platine TX où je vais traiter de la même façon. Voici la partie supérieure, le PLL dans la partie inférieure, là ici. Et qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, pardon, excusez-moi. C'est dans ce sens-là que j'aurais dû aller pour la partie TX. Hein. Donc pareil, la partie faite par BVA avec laquelle j'ai un petit peu de difficulté de compréhension. Voilà, donc ici vous avez l'entrée 144 ou 432, ce que vous voulez, le potard, les doubles diodes de protection, le mélangeur ici à double diode. Là vous avez un filtre interdifité 3 pôles. C'est pas le double diode. C'est des BAS16, enfin double diode, oui, c'est deux diodes. C'est un mélangeur équilibré. Oui, non. Ça, c'est des diodes de protection pour éviter de péter Non, mais les. tu parles du mélangeur à double diode. J'en ai dans ma poche. C'est un mélangeur. Ah oui, pardon, celui-là c'est un SIM 34A ou je ne sais plus trop quoi. Non, c'est un SIM. Donc, en fait, ces deux double diodes qui sont là pour protéger, disons, l'entrée du SIM 4350. Ça y est, j'y suis. Et ici, bon, deux MMIC, l'un derrière l'autre. Vous injectez donc le 144 ici, et là, vous injectez la partie LO. La nomenclature. Alors, dans la partie implantation, ici, la partie LO qui est là, il faudra bien ne pas oublier de détourer la pinoche d'entrée, surtout du côté arrière, sinon c'est un court franc à la masse. Donc ça, c'est très important, sinon vous risquez d'avoir de belles surprises. Là, vous effectuez votre liaison, votre pont. Ce que je veux dire aussi, c'est que le régulateur qui est là et le relais qui est là doivent être câblés à l'envers. Ça, c'était pas indiqué et je me suis fait avoir. Comme certains d'entre vous, où je me suis fait avoir, c'est non pas avec le régulateur, parce que ça je m'en suis douté, mais c'est avec le relais. Le relais ne marchait pas. Donc c'est après que j'ai compris que le relais était donc câblé à l'envers. Donc c'est ce que je résume ici sur cette photo. Le trou d'injection LO a détouré.
le 7805 de l'autre côté et le relais de l'autre côté. J'ai voulu quand même essayer, donc le mélangeur SIM 4350 il est là. Un petit mot sur ce mélangeur qui n'est normalement pas du tout fait pour la bande 13 cm. Je l'avais caractérisé à l'époque parce que personne n'en avait publié les specs. C'est en fait un mélangeur pour le 9 cm. Il marche parfaitement en 9 cm. Alors, quand c'est en émission ici, c'est pas grave. Vous pouvez mettre ce mélangeur. La perte qu'il aura, elle sera largement compensée. Par contre, si vous l'utilisez ici dans le transverteur 13 cm BVA, quelle que soit la version, ben vous aurez une perte additionnelle inutile qui nuira aussi bien au gain qu'au facteur de bruit de toute votre chaîne RX. Ici, je me suis amusé à mettre 2 stubs pour voir ce que ça donnait. Bon, j'obtiens un dB, c'est pas la mort, hein, mais c'est toujours mieux que rien. Vous l'avez vu derrière, là, ils l'ont vu tous, d'accord. Alors c'est pour ça que je voulais donc revenir maintenant sur les filtres interdigités au cours des âges, on va dire. Ceci correspondait au transverteur BVA il y a de 2011, 2010-2011, version dorée. Ceci correspond au module ALSAT actuel. Et ça, c'est le dernier transverteur à filtre argenté, bien sûr. Et vous apercevez qu'à chaque fois, BVA a refait les simus. Les largeurs ne sont pas les mêmes. Les espacements également ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, il en a quand même tenu compte, on va dire. Je me suis donc amusé à les mesurer. Ici, ça correspond au transverteur ancien. Et encore à l'époque, il n'était pas centré à 2320, il était centré à 2295 mégas. Si vous vous rappelez, on était obligé de mettre des petites bandelettes en cuivre pour le monter en fréquence. Donc ça, c'est... Voilà. Vous arrivez ici au deuxième qui est le filtre AirSat TX, qui est parfaitement dans la bande, qui perd beaucoup moins, il perd 4 dB au lieu de 8 ou 9 ici pour le premier. Mais l'idéal, c'est quand même finalement le filtre correspondant à son transverteur version argentée, dont la bande passante incorpore ou englobe toute la bande de 2300 à 2400 largement compris, tel que le fait Downlist Microwave dans ses designs de transverteurs qui eux sont à airpin. C'est vraiment, disons, du large bande comme ça. Et là, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà, ça j'avais d'abord fait quelques mesures de conversion à petit niveau pour voir ce que ça donnait, disons aussi bien en FI 432 qu'en FI 144, mais en large bande, et en maintenant l'analyseur de spectre en max zone. Donc vous voyez à peu près ce que ça donne, ça marche en 432, ça c'est dans les choux là-haut, et en 144... c'est là, 144, et bon, ça va, ça peut être utilisable, mais il faut être conscient qu'en utilisation 144, vous avez quand même pas mal de birdies qui sont relativement près. Ça, eh bien, c'est le Hello enfin disons le PLLDF 9NP que l'on met au dos. Vous voyez ici apparaître le relais TQ1, parce que comme je vous ai dit, il est de l'autre côté, le 78.5 qui est de l'autre côté également, donc qui apparaissent, puisque les deux sont, disons, passent à travers et apparaissent au dos du circuit. Ceci, c'est une, comment dirais-je, la vue, disons, de ce qui sort de ce transverteur. Voilà pour le PA, sa version de PA. Vous avez ce module qui est un MW5, j'arrive jamais à m'en rappeler, 7IC2725N, merci. Et il marche de la façon suivante, vous avez un VG1 et un VG2 ici, vous avez le VD1 qui arrive là, et qui arrive également par-dessous ici. Ça c'est pour le VD1, parce que vous avez 2 étages, et le VD2, il arrive ici. Les VG1, il arrive, le VD1 il est là et le VD2 arrive là à partir de l'alimentation centralisée.
Pour le mettre en marche, vous envoyez du 12 volts TX ici, qui passe à travers ce potard ici, qui sert à régler le courant de repos. Mais il y a quand même intérêt à avoir du 12 volts, ou disons une tension, peu importe, stabilisée, car bien sûr, cette tension influence immédiatement le débit des LDMOS en interne. Hein. Donc ici le 28 volts, la sortie et la détection pour ceux qui l'utilisent. Le schéma de principe relevé chez le constructeur, la nomenclature et implantation faites par BVA, donc on les retrouve ici. Donc là ici c'est masse, et masse. Et par contre là ici vous injectez ici le VD1 là-dedans et il ressort également de l'autre côté sur une boîte. Manque le conduit de sortie sur le conduit de sortie, ouais. Il est là. Il n'a pas été implanté. Il n'a pas été implanté. Exact. Voici deux réalisations effectuées par F1AZJ, carrément sur semelle en cuivre, dans les petits boîtiers Schubert, absolument classique. Hein. Voici la partie intérieure. Il a donc monté le LDMOS avec une poutrelle disons isolante, en verre époxy, car il a eu apparemment des problèmes rencontrés par certaines personnes qui ont monté une poutrelle métallique qui, disons, faisait une boucle inductive, qui créait une boucle inductive et qui, disons, diminuait la puissance de sortie possible de ce montage. Sinon, pour le reste, rien à dire de spécial. Hein. L'ampli est mis en route uniquement par le PTT positif 12 volts, qui sert en même temps à polariser les grilles et donc à le faire débiter. Qu'est-ce que tu appelles soudure à l'eutectique? Où ça? Tout en bas. Alors, fixation. Oui. Alors effectivement, là je me suis trompé. Ça c'est une déformation du boulot. Ah, c'est collé. Alors, oui et non. Normalement, l'idéal serait, comme on le fait au boulot, de souder cette semelle avec de l'eutectique, par exemple indium éteint, ou de l'eutectique au bismuth, qui est beaucoup plus bas en température, donc vers les, je crois, 150 ou 170 degrés. Là, on est mal. De la même manière que on soude les LDMOS de puissance des amplis 23 cm de DF9IC. Donc quand on n'a pas ça, eh bien le mieux c'est de les fixer à ce moment-là avec les deux vis ici pour le presser au maximum de chaque côté, mais il vaut mieux le faire avec une avec une poutrelle isolée. Voici donc les deux exemplaires qui sont montés là, que j'ai mesurés. Il y en a un en bleu qui donne un gain supérieur à 30 dB, à la bonne fréquence, ce qui est pas mal. Le deuxième, par contre, il ne sort que... Enfin, il a un gain de 10 dB inférieur, et ça va se ressentir immédiatement sur la puissance de sortie. Donc c'est les mesures que je donne ici. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais je donne ici, pour chaque transistor, les mesures en mode linéaire. Par exemple, pour celui-là, voilà, et ici je me mets là, comme ça je repère mieux. Là, vous avez donc la puissance de sortie et le gain associé que vous avez à côté. Normalement, c'est comme ça qu'il faudrait faire les mesures. Quand vous arrivez ici à 1 dB de compression, eh bien, c'est la puissance à 1 dB de compression. Hein. Qu'est-ce qu'elle a ma flèche? Donc là, ici, vous avez la puissance à 1 dB de compression. Puis ici, on va dire à 2,2 dB de compression, à 3,5. Et on va mieux ne pas aller plus loin, sinon vous risquez d'aller de l'autre côté et de détruire le transistor. Petite remarque, le LDMOS peut aller beaucoup plus loin en puissance de compression. Il peut aller jusqu'à 3 dB, 3 dB et demi. Alors que son homologue en GRS, il ne faut pas dépasser 1 dB3, 1 dB5. Et d'ailleurs, les constructeurs vous donnent toujours des mesures de puissance à 1 dB de compression et jamais au-dessus. Or, nous, radioamateurs,
on a toujours le désagrément de monter les puissances au maximum, maximum. Mais on m'a toujours dit au boulot que lorsque vous montez la puissance à plus qu'à 1,5 dB de compression, eh bien vous avez la remontée des harmoniques qui, d'après moi, mais ça n'engage qu'un avis personnel, risque d'être beaucoup plus néfaste que la pureté spectrale d'un oscillateur local. Bon, je comprends que ça en intéresse beaucoup, mais jamais à l'époque on s'intéressait à ce genre de choses. Ce qui nous intéressait d'abord et avant tout, c'est de ne jamais dépasser 1,5 dBc pour des composants à l'arsenure de gallium. Bon, les LDMOS, ça n'existait pas à l'époque. Mais moi je dis qu'il ne faudrait jamais dépasser 3 dB de compression pour du LDMOS. Donc là on voit que pour la partie du haut ici, je l'avais fait à 12 volts, parce que c'est utilisable à 12 volts, et à 24 volts. Et vous voyez ici que vous arrivez à un peu plus de 30 watts pour pratiquement la puissance de saturation, et 21 watts ici, là, en puissance à 1 dB de compression. L'exemplaire qui a 10 dB de moins, eh bien vous retrouvez ici le fait qu'il a 10 dB de moins en gain linéaire par rapport à là. Vous voyez, celui-là il a 27,2 dB à petit signal, celui-là il en a 17,8. Donc c'est sûr que quand vous commencerez à compresser, eh bien vous lui sortirez nettement moins de puissance. Donc vous lui sortez à peu près 17 watts quand vous êtes vraiment compressé ici à 24 volts, mais quand vous êtes à 12 volts, vous lui sortez à peine 5 watts. Mais j'insiste encore, ces mesures, quand vous mesurez un ampli en puissance, il faudrait toujours faire ceci, savoir où se trouve votre domaine linéaire, commencer à apprécier votre domaine de début de compression, voir la puissance à un début de compression, et comme je vous ai dit, si c'est du GRS, ne pas aller plus loin, si c'est du LDMOS, aller jusqu'à 2, 2,5, 3 grand maximum des dB de compression, sachant qu'au-dessus, vous générez un tas d'harmoniques qui, d'après moi, sont beaucoup plus néfastes que la pureté spectrale d'un oscillateur local. Voici ce qu'avait fait AZJ en montage sur table. Donc ça marchait vraiment parfaitement, et qu'il en soit remercié, parce qu'il a aussi fait du très beau boulot. En particulier en revenant en arrière, ces histoires de semelles ici en cuivre, ça constitue aussi une excellente idée. Encore un mini retour en arrière pour... Attendez, où j'en suis? Voilà. Je vous ai parlé de l'eutectique tout à l'heure, qu'au lieu de mettre de l'eutectique, on s'en sortait avec 2 vis, ok, mais ça ne sert à rien de le coller avec de la colle argent à double composante. Je m'en suis aperçu, disons, sur le deuxième que je vous ai montré, parce que j'ai voulu en fait l'enlever. Donc j'ai commencé à dessouder en fait toutes les papates qui étaient là. J'ai bien sûr enlevé la poutrelle ici, et il tenait toujours. Et en fait, en regardant la bino, je me suis aperçu qu'il était collé en fait à la colle époxy à l'argent à double composante. Ça ne sert à rien. Mais bon, il a fait l'effort de faire un magnifique boîtier, ici de faire les choses dans les règles. Mais bon, alors du coup, je l'ai enlevé. En fait, c'était aussi pour PF, disons Pierre-François, F5BQP, a acheté un lot de 10 de ces MW7IC 2725 et chercher quelqu'un pour les caractériser parce qu'il a dû les acheter relativement bas prix. Donc, il m'en a envoyé 2. J'ai eu un mal de chien à le décoller ici, et je l'ai décollé en fait uniquement avec le fer à air chaud, en insistant lourdement. Je n'avais malheureusement pas de plaque chauffante pour faire ça. Et les 2 que j'ai testés, il y en a un qui est bon et il y en a un qui est mauvais. Du coup, je l'ai vu aujourd'hui, il va passer les 8 autres pour que je fasse l'essai et voir un petit peu ce que ça donne. Ça, c'était une petite aparté. D'où l'intérêt de ne pas les coller. À partir du moment où vous avez cette poutrelle ici, si possible non métallique, parce que là vous aurez certainement 1 à 2 dB en moins en puissance de sortie,
ça n'offre aucun intérêt. Par contre, aussi, autre chose, où on n'insiste pas assez, l'état de surface de votre rail. Il faut, lorsque vous mettez un transistor de puissance, quel qu'il soit, sur la partie qui doit le recevoir, l'état de surface doit être ce qu'on appelait dans l'industrie 3 triangles, c'est-à-dire un polymiroir, disons atteint au moins avec du papier E600, voire E900, voire E1000. C'est la seule façon pour que vous ayez contact intime, le plus intime possible, entre le transistor dissipateur et la semelle métallique. Sinon, vous risquez d'avoir une dissipation thermique non voulue et votre transistor qui pètera par effet thermique très très facilement. Recommandation pour une graisse thermique? Pardon? Graisse thermique, oui, non? Non. Non. Il faut que... Alors, je vais insister un petit peu plus. Il faut, lorsque... C'est pareil pour un radiateur. Lorsque vous fixez un boîtier quelconque qui doit être dissipé sur un radiateur, le police doit être quand même relativement chiadé. C'est-à-dire que lorsque vous plaquez votre radiateur, votre chose à refroidir sur le radiateur, et que vous l'enlevez brutalement, il faut que vous sentiez un effet de succion. Ça va faire... Là, c'est la meilleure façon pour savoir si vous êtes dans le vrai ou pas. Mais là, pour ce genre de transistor, il faut que la surface soit vraiment un polymiroir. Pas question, par exemple, de raies de striure. Si vous voyez des raies de striure effectuées après fraisage, c'est pas la peine. Hein. Il faut le faire reprendre. Alors, si vous n'avez pas de place, il faut que ça soit reprise à nouveau avec une fraiseuse, mais à avancement très lente. Vous voyez? Je suis déjà à l'heure. Ça va venir. Donc voilà, je reviens à un. Donc ça, c'est mes premiers petits balbutiements. En fait, j'avais commencé avec un synthé, qui est là, qui ne devrait pas tarder. Un synthé Marconi 2031. Un ampli, ce que j'appelle le petit Power Wave, que voilà, ici derrière. Et j'ai démarré avec une antenne fishbone, c'est-à-dire une antenne arête de poisson, tout bêtement. Une antenne spécifiée pour le Wi-Fi, dont j'ai repris ici, disons, l'adaptation. J'ai donc fait des essais au travers de ma toiture, parce que je suis au premier étage, et je les ai également effectués au travers de ma double fenêtre, puisque j'ai la chance que Alsat se trouve pratiquement, enfin disons que ma fenêtre se trouve pratiquement sud. Et ça marche. Donc voilà un petit peu avec quoi je travaillais. Le petit Power Wave, ça doit rappeler des souvenirs à certains en 90, 91, 92. Il y a intérêt à avoir un isolateur d'entrée, parce que sinon, il m'est déjà arrivé, lorsque j'arrêtais le GD ici, mais on-off, hein, l'ampli se mettait en auto-oscillation. Donc c'est important, depuis que j'ai remis l'ISO. En fait, sur cet ampli-là, il y avait un petit isolateur ici à montrer. Mais ce petit isolateur, il était hors bande. Donc il fallait absolument le changer ou l'enlever. Disons qu'au minimum, si vous n'avez pas un ISO d'entrée, mettez ici un 3 dB, un atténuateur 3 dB qui stabilise la présence d'entrée, parce que sinon vous avez un S1 vraiment dans les choux. Et ici aussi, dans la partie médiane ici, enlever également, je crois qu'il y avait un isolateur, et mettre un petit bout de semi-rigide ou semi-conformable, mais le plus petit possible. Et puis donc ici, mon système de mesure de puissance de sortie, le fameux module Alsat TX qui est là. Donc j'ai démarré avec ça. Donc voici où je me retrouvais avec mon arête de poisson ici, avec le S-mètre de la BATC, qui entre nous soit dit est vraiment une très très belle invention. Ça permet très simplement de pouvoir comparer les antennes entre elles et de regarder le niveau de sortie ici. Vous regardez simplement que la balise de télémétrie a bien 20 dB au-dessus du niveau de bruit, parce que bon, ils ont fait pas mal de changements, de substitutions depuis, ils ont recorrigé certaines choses. Donc vous faites bien attention à ce que la balise de télémétrie ait une vingtaine de dB au-dessus du niveau de bruit. Et puis vous essayez vos antennes les unes après les autres. C'est ce qu'on avait fait avec un copain.
L'idéal étant de faire ça, bien sûr, dans la journée ou dans l'après-midi. Hein. Ça évite des fois de se poser des questions le lendemain au sujet de propagation qui ne sont pas tout à fait la même pour le retour. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est un petit peu en arrière, quand vous opérez derrière une double fenêtre comme ça, la double fenêtre donne à 2 Go 4 2 dB de perte, pas plus. Quand on sait en plus que le LSAT, il exige normalement la polar circulaire droite, et qu'en polar linéaire vous êtes 3 dB en dessous, vous imaginez un petit peu la sensibilité et la beauté de cette réalisation. Hein. Par contre, si vous mettez votre parabole 10 Go derrière la fenêtre, vous avez 9 dB de perte. Je l'ai mesuré, donc c'est à méditer en fait. Hein. Donc ici, c'est les essais un petit peu ce que j'avais fait. Ici, la fenêtre ouverte, derrière la toiture. Là aussi, j'avais essayé en polar H, en polar vertical, par rapport au bruit de fond. C'est vraiment un excellent... disons, j'ai mis ça uniquement pour vous montrer que c'est un excellent instrument pour mesurer vos antennes. À tel point que j'ai même essayé, par exemple, des 25 éléments tonal. Et je me suis aperçu, j'ai fait 2 fois la mesure, qu'une 25 éléments de tonal donnait une perte de 2 dB inférieure à ça. C'est surprenant, hein? Moi, j'y croyais pas, ça. Ça fait 50 cm de long. Une antenne tonal fait 1,52 m. Alors, en plus, entre les deux versions d'antenne tonal, vous avez celle d'avant 2005, je ne sais pas si JKY ou... et celle d'après décembre donc 2005. Celle de décembre 2005, elle est plutôt large bande et marche très bien pour le 2004. Elle donnerait 2 dB de mieux que l'ancienne. Donc voilà le petit aparté. Voici donc maintenant différentes réalisations que j'ai pris en vrac comme ça. 6CXO qui a fait donc un modèle qui permet d'avoir l'antenne hélice et la partie 10 Go concentrique, le modèle ABU, qui n'est plus à présenter, c'est on ne peut plus pro, et là enfin, autre réalisation, celle de BVA, ce qu'il a fait, et puis F6A JW, Jacques dans son jardin, où il avait une antenne 13 cm avec son hélice ici, la partie... magnifique. Ouais. Ici, donc, une Visiosat, je crois qu'il fait 1,20 m, avec ici un quoi C'était le convertisseur BVA. C'était le convertisseur. Et la source Visiosat d'origine. Voilà. Mais 1,20 m, c'est surabondant, hein, ça peut servir pour la TV, mais sinon une 75 ou même une 70, un bout de tôle quelconque. Ça doit suffire largement. 35 avec Iwan, ça le fait. Voilà, messieurs. Je crois avoir été dans les temps. Merci.